William Wallace est célébré comme l'un des plus grands héros nationaux de l'Écosse. Vénéré comme le chef des forces rebelles écossaises durant les premières années de la longue lutte pour libérer l'Écosse de la domination anglaise. À la fin du XIIIe siècle, son héritage est celui d'un dévouement sans faille à l'indépendance écossaise, incarnant l'esprit d'une nation aspirant à la liberté. Il est plus estimé que les monarques écossais, son nom étant connu dans le monde entier. Une grande partie de ce que nous savons sur Wallace remonte à une romance de la fin du XVe siècle intitulée Le Wallace, attribuée à Henri le Ménestrel, plus connu sous le nom de Harry l'Aveugle. Ce poème épique est farouchement anti-anglais dans sa langue et son ton, dépeignant Wallace comme une figure héroïque luttant contre des forces écrasantes. Wallace est présenté comme un champion du peuple, luttant pour la liberté contre l'oppression. Et en contraste frappant avec la noblesse écossaise opportuniste de son époque, qui était dépeinte comme des collaborateurs des Anglais pour leur profit personnel. Wallace était un homme d'origine modeste qui est devenu le gardien de l'Écosse, un général inspirant et un chef d'homme. Les Écossais croyaient en lui, et c'était un homme d'un caractère incroyable, inébranlable dans ses convictions. Contrairement aux nobles Écossais qui complotaient avec les Anglais pour des récompenses financières, Wallace ne recherchait ni la gloire personnelle ni le gain matériel, et il n'a acquis ni richesse ni terre. Au cours des campagnes qu'il a menées, ses sacrifices étaient uniquement faits pour la liberté et l'amélioration de sa patrie. Cette profonde dévotion a cimenté l'héritage de Wallace comme symbole de fierté nationale et de résistance. Son histoire transcende le temps, étant immortalisée dans le film Braveheart, mettant en avant certains de ses exploits et le présentant comme un symbole d'espoir pour le peuple écossais. Bien qu'il ait été capturé par Édouard Longshanks, le roi d'Angleterre, également connu sous le nom de marteau des Écossais. Même face à une mort certaine, Wallace a fait preuve d'une volonté de fer et, en raison de sa défiance envers le roi anglais, il a été tué de l'une des pires manières possibles. Cela n'a cependant fait qu'accroître sa légende, car sa mort a inspiré ses compatriotes écossais à obtenir leur indépendance face à la domination tyrannique des Anglais. Voici l'histoire de William Wallace. William Wallace est né vers l'année 1270 dans le comté historique d'Ayrshire, au sud-ouest de l'Écosse. Son père, Sir Malcolm Wallace, était un petit propriétaire terrien et un chevalier de réputation modeste. Wallace était l'un des 3 fils, ayant un frère aîné appelé Malcolm et un frère cadet nommé John. En tant que deuxième fils, William n'a pas hérité du titre ni des terres de son père, un sort commun parmi les cadets de la noblesse. Les détails de la jeunesse de Wallace restent rares et peu fiables. On dit qu'il a été élevé sous la garde de son oncle, un prêtre. En tant que fils de noble, Wallace a probablement bénéficié d'une enfance relativement confortable et paisible. Lui et son frère Malcolm auraient été formés aux disciplines martiales de l'époque, maîtrisant des compétences telles que l'équitation et le maniement de l'épée. Les chroniqueurs contemporains décrivent Wallace comme un homme grand et puissant, mesurant apparemment plus d'1,90 m. Un géant à une époque où le fantassin moyen mesurait un peu plus d'1,50 m. Au cours de ces années formatrices, la stature et la force remarquable de la Wallace l'auraient distingué de l'homme moyen, le préparant au temps turbulent à venir. Son éducation noble, combinée à un entraînement martial rigoureux et aux horreurs qu'il endurerait plus tard aux mains des Anglais, forgerait un homme destiné à la grandeur. Certains historiens supposent que Wallace devait posséder une expérience militaire préalable pour mener efficacement la remarquable campagne qu'il a dirigée en 1297. Les guerres menées par Édouard Ier d'Angleterre au pays de Galles ont peut-être offert un terrain d'entraînement opportun pour qu'un fils cadet de propriétaire terrien serve comme soldat mercenaire. Il existe quelques preuves à l'appui de cette théorie, car le sceau personnel de Wallace porte l'insigne d'un archer, ce qui suggère qu'il a peut-être combattu dans l'armée d'Édouard en tant qu'archer. Walter Bower, dans sa chronique du milieu du XVe siècle, donne une description vivante de Wallace. Bower le décrit comme un homme grand au corps de géant, avec de longs flancs, large des hanches, des bras et des jambes puissants,
tous ses membres étant très forts et robustes. Ce portrait souligne la présence physique imposante de Wallace, qui aurait été un atout redoutable sur le champ de bataille. Blind Harry, dans son poème épique de la fin du XVe siècle, va encore plus loin en affirmant que Wallace mesurait 7 pioques de haut. Bien que certaines descriptions puissent être embellies, elles reflètent l'image durable de Wallace en tant que figure imposante et puissante. La notion de Wallace en tant qu'archer dans les campagnes d'Édouard ajoute une dimension intrigante à sa légende. Si cela est vrai, cela implique que Wallace a non seulement acquis une précieuse expérience militaire, mais a également été témoin de première main de la puissance et des stratégies des forces anglaises. Cette expérience aurait pu jouer un rôle clé dans l'élaboration de ses tactiques et de son style de commandement durant la résistance écossaise. La stature imposante et la force de Wallace, qu'elle souhaite en exagérer ou non, ont contribué à son statut légendaire. À l'époque de la naissance de Wallace, l'Écosse était depuis longtemps sous le règne prospère d'Alexandre III. Pendant plus de 2 décennies, Alexandre avait maintenu une période de paix et de stabilité économique, repoussant avec succès les tentatives anglaises d'imposer leur domination sur l'Écosse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, Édouard Ier, célèbre sous le nom d'Édouard Longuejambes, monta sur le trône d'Angleterre en 1272, 2 ans après la naissance de Wallace. Édouard allait devenir un souverain redoutable et un chef militaire, participant à la 9e croisade, conquérant le pays de Galles et finissant par tourner ses ambitions vers l'Écosse. Ainsi, Wallace grandirait sous le règne d'Alexandre III. En 1286, il mourut après une chute de cheval. L'héritière du trône écossais était la petite fille d'Alexandre III Marguerite, connue sous le nom de la Demoiselle de Norvège. Et comme elle était encore une enfant résidant en Norvège, les seigneurs écossais mirent en place un gouvernement de gardiens pour gérer les affaires du royaume en son absence. Tragiquement, Marguerite tomba malade pendant son voyage vers l'Écosse et mourut aux Orcades à la fin du mois de septembre de l'année 1290. Sa mort prématurée plongea l'Écosse dans une crise de succession, menant à une période connue sous le nom de la Grande Cause. Cette période vit 13 prétendants se disputer le trône, les revendications les plus crédibles venant de Jean Balliol et Robert Bruce. À ne pas confondre avec son petit-fils Robert le Bruce. Alors que l'Écosse était au bord de la guerre civile, la noblesse écossaise invita le roi Édouard Ier d'Angleterre à observer le différend. Édouard, saisissant cette opportunité, exigea que tous les prétendants le reconnaissent comme leur suzerain avant de commencer le processus. Au début du mois de novembre de l'année 1292, lors d'une grande cour féodale, le jugement fut rendu en faveur de John Balliol. Bien qu'il ne soit pas le plus proche par le sang, il était jugé avoir la revendication légale la plus forte. Édouard Ier, cependant, n'avait aucune intention de permettre à l'Écosse de rester indépendante. Il a systématiquement sapé l'autorité de Jean, traitant l'Écosse comme un état vassal féodal. Édouard a exigé l'hommage de Jean et a insisté pour obtenir un soutien militaire pour ses guerres en France. Cette soumission flagrante fit perdre confiance aux Écossais envers leur roi. Par conséquent, les principaux nobles du royaume ont alors pris le contrôle, formant un conseil de 12, qui devint en fait un nouveau groupe de gardiens du pays. En l'an 1295, le conseil conclut rapidement un traité d'assistance mutuelle avec la France et le roi Jean. Officiellement en 1296, fut emprisonné à la Tour de Londres, jusqu'à ce qu'il soit autorisé à se rendre en France en 1299, où il allait passer le reste de sa vie. Cependant, furieux du traité de l'Écosse avec la France, Édouard lança une invasion, commençant par le sac brutal de Berwick en 1296. Cet acte d'agression marqua le début des guerres d'indépendance de l'Écosse. Berwick était un bourg royal et le port commercial le plus important d'Écosse, n'étant surpassé que par Londres en termes d'importance économique dans la Grande-Bretagne médiévale. À cette époque, c'était aussi la ville la plus peuplée d'Écosse. Guillaume le Hardi dirigeait la défense de la ville. Cependant, les Anglais submergèrent les Écossais. Un récit du massacre a été consigné. Il est écrit qu'Édouard n'épargna personne,
quel que soit l'âge ou le sexe. Et pendant 2 jours, des ruisseaux de sang ont coulé des corps des victimes. Dans sa fureur, il ordonna que 7500 âmes soient massacrées, afin que les moulins puissent tourner grâce au flot de leur sang. Édouard Longjambe croyait que sa conquête de l'Écosse était achevée lorsqu'il quitta le pays en 1296. Cependant, sa confiance s'est avérée prématurée, car la résistance est rapidement apparue, menée par André de Moray au nord et Guillaume Wallace au sud. La résurgence rapide de l'opposition a été alimentée par un mécontentement généralisé et des troubles qui ont éclaté après que la couronne anglaise a cherché à étendre sa domination sur l'Écosse. Les collecteurs d'impôts anglais ont commencé à imposer de lourds impôts aux Écossais, exploitant corrompûment la population pour s'enrichir eux-mêmes. Les Écossais souffraient également sous l'occupation anglaise, et un mécontentement généralisé régnait. Au-delà du coin sud-est de l'Écosse, le chaos régnait et la défiance contre les Anglais montait en flèche. Selon la légende, William Wallace se retrouva mêlé à une violente altercation avec les soldats anglais locaux dans le village d'Ayr. Bien qu'il se soit battu vaillamment et ait tué plusieurs de ses assaillants, il fut finalement maîtrisé et jeté dans un cachot où il fit face à une lente et tortueuse famine. Au bord de la mort, des villageois compatissants sont intervenus, le soignant avec un dévouement et une compassion sans faille jusqu'à son rétablissement. Alors que Wallace retrouvait ses forces et était libéré de sa captivité, sa détermination ne fit que se renforcer. Il rassembla un groupe de rebelles locaux, des hommes qui partageaient son ardent désir de liberté, et lança une campagne systématique et impitoyable contre les occupants anglais détestés et leurs collaborateurs écossais. Le soutien croissant de Wallace l'encouragea à étendre ses attaques. En mai de l'année 1297, avec une force d'environ 30 hommes, il a assouvi une vendetta personnelle en tendant une embuscade et en tuant les chevaliers responsables de la mort de son père. Cet acte audacieux a élevé Wallace du simple statut de hors-la-loi à celui de chef militaire local redoutable. Un homme qui avait osé abattre un chevalier du roi Édouard. Cette victoire audacieuse a marqué un tournant. Wallace n'était plus seulement un rebelle, il était devenu un ennemi de la couronne anglaise. Son nom, désormais synonyme de résistance, résonnait à travers l'Écosse, inspirant beaucoup à se rallier à sa cause. À chaque escarmouche et embuscade, l'héritage et la légende de Wallace ne faisaient que grandir. Sa détermination farouche et son esprit inébranlable ont poussé sa nation vers l'espoir de la liberté. L'absence de monarque régnant en Écosse a aggravé la situation, plongeant la nation dans une période d'incertitude et d'instabilité politique. Ce vide de pouvoir a permis à la peur de s'installer parmi la population qui était de plus en plus hostile à la domination anglaise et aux méthodes autoritaires utilisées pour l'imposer. L'année 1297 a marqué un tournant majeur lorsque l'Écosse s'est soulevée ouvertement. De nombreux nobles écossais, poussés par la peur et l'appât du gain, avaient d'abord prêté allégeance au roi anglais. Cependant, leur soumission n'a fait qu'accentuer le mécontentement parmi le peuple qui considérait la capitulation de ses dirigeants comme une trahison de la souveraineté de la nation. Selon le poème du XVe siècle, le Wallace, écrit par l'énigmatique Blind Harry, un épisode tragique et violent a joué un rôle déterminant dans la légendaire campagne de Wallace contre les Anglais. Le poème raconte que William Heselrigg, le shérif de Lanark, un agent de la couronne anglaise, a commis un acte odieux en assassinant l'épouse bien-aimée de Wallace. Cet acte de cruauté brutale a déclenché chez Wallace une soif de vengeance féroce et sanglante. Avec son père et son épouse désormais morts, Wallace ne vivait plus que pour se venger de la couronne anglaise et pour la liberté de son Écosse. Blind Harry décrit avec force détail comment Wallace, consumé par le chagrin et la rage, a assouvi sa vengeance avec une précision brutale. Dans un acte sauvage de représailles, Wallace aurait démembré le corps de Heselrigg, envoyant ainsi un sombre message de défi à ses oppresseurs. Cet acte sanglant était bien plus qu'une simple vengeance personnelle.
C'était une déclaration de guerre contre les forces anglaises qui occupèrent l'Écosse. Thomas Grey, dont le père aurait été présent lors de ces événements tumultueux. Selon Grey, une violente bagarre a éclaté lors d'une session de tribunal présidée par Æthelred. Wallace, avec l'aide d'une femme qui aurait pu être son épouse, a réussi à échapper au danger immédiat. Cependant, Wallace ne s'est pas enfui bien loin ni bien longtemps. Poussé par un désir implacable de justice et de vengeance, il est revenu avec un groupe de fidèles partisans. Dans une attaque féroce, Wallace et ses hommes se sont abattus sur Æthelred et son entourage. L'escarmouche fut brutale et sanglante. Æthelred fut tué dans la mêlée et le père de Thomas Grey échappa de justesse à la mort. Dans le chaos, la fureur de Wallace ne se limita pas à Æthelred seul. Lui et ses partisans mirent le feu à plusieurs maisons, répandant la destruction et avertissant ceux qui servaient la couronne anglaise. Cet épisode marqua un tournant dans la rébellion de Wallace. Le meurtre de sa femme et ses actes de vengeance qui suivirent le transformèrent d'un mari en deuil en un guerrier infatigable pour l'indépendance écossaise. Après l'escarmouche sanglante de Lanark, William Wallace forma une alliance avec William Douglas le Hardy, visant la ville de Scone. Ensemble, ils orchestrèrent un raid audacieux qui allait provoquer une onde de choc dans la forteresse anglaise. Wallace et ses hommes ont pris d'assaut la ville avec une détermination farouche, chassant leur commandant. À la suite de leur triomphe à Scone, le prix de la rébellion devenait douloureusement évident. Douglas le Hardy fut bientôt capturé, tombant entre les griffes des Anglais. Pourtant, ce revers ne fit rien pour décourager Wallace, animé par une soif inextinguible de liberté et de vengeance. Il continua d'avancer. En l'an 1297, André Moray déclencha une révolte féroce dans le nord de l'Écosse, et à la fin de l'été, il avait pris le contrôle de nombreuses provinces, et même de châteaux imposants. C'est en septembre que Guillaume Wallace s'allia à Moray près de Dundee, et ensemble, ils dirigèrent leurs efforts vers Stirling. Stirling, décrit par Stuart Reid, est traditionnellement considéré comme la clé de l'Écosse. Cela devint un point central dans leur campagne. À ce moment-là, Jean de Warenne, le comte de Surrey, avait été nommé gardien de l'Écosse par Édouard Longshanks. Malgré son titre impressionnant, Jean était maintenant dans la fin de la soixantaine et il allait bientôt retourner en Angleterre, affirmant que le climat écossais rigoureux nuisait à sa santé. Néanmoins, la nouvelle des révoltes menées par Wallace et Moray parvint rapidement au roi Édouard, qui ordonna à Jean d'écraser la rébellion écossaise. Le comte devait maintenant faire face à un défi de taille. Ses troupes étaient séparées des Écossais par une longue chaussée et un pont de bois étroit sur la rivière Forte, près du château de Stirling. Reconnaissant le désavantage tactique de traverser un tel pont, Jean hésita, espérant retarder toute confrontation et peut-être trouver une solution diplomatique. Le 11 septembre, Jean envoya des émissaires pour négocier avec les Écossais. Mais Wallace répondit avec défi. « Nous ne sommes pas ici pour faire la paix, mais pour livrer bataille, pour nous défendre et libérer notre royaume. » L'armée anglaise était composée de cavalerie et d'hommes d'armes bien entraînés, ainsi que d'archers, tandis que les forces rebelles écossaises étaient constituées de gens du peuple et de quelques chevaliers plutôt que de nobles. Mais ils étaient animés par l'esprit de liberté. Le pont étroit, qui ne permettait qu'à 2 cavaliers de passer côte à côte, était le point de passage le plus sûr sur la rivière. Wallace et Moray ont attendu patiemment que suffisamment d'ennemis à en traverser jusqu'à ce qu'ils estiment pouvoir les vaincre. Lorsque environ 2000 soldats anglais eurent traversé, les Écossais lancèrent leur attaque. Les piquiers écossais ont chargé depuis les hauteurs, repoussant une charge de cavalerie puis contre-attaquant l'infanterie anglaise. Ils prirent rapidement le contrôle du côté est du pont, coupant toute possibilité de renfort de traverser la rivière. Pendant la bataille, Wallace combattait avec son épée à 2 mains. Aujourd'hui, connue dans l'histoire sous le nom d'épée de Wallace. La lame elle-même mesurait plus d'1,50 m et l'épée entière était plus grande que la plupart des Anglais de l'époque. Cela signifiait que seul un géant pouvait manier cette épée,
ce qui contribua à la renommée de Wallace sur le champ de bataille, alors qu'il abattait d'innombrables soldats anglais en brandissant sa grande épée à 2 mains dans une pluie de sang. Piégés en terrain bas et sans espoir de retraite ou de renfort, les soldats anglais en infériorité numérique furent massacrés. La mêlée était si intense que le pont, incapable de supporter le poids des soldats en retraite et à l'assaut, s'effondra, noyant de nombreux Anglais dans la rivière. Hugues de Cressingham, le trésorier du roi Édouard en Écosse, fut tué lors des combats dans un acte de vengeance macabre. On raconte que son corps fut écorché et que sa peau fut découpée en petits morceaux comme trophée de victoire. La chronique de Lana Coste rapporte que Wallace fit découper une large bande de la peau de Cressingham de la tête au talon pour en faire la bandoulière de son épée. Le comte Jean, qui était resté au sud de la rivière avec un contingent d'archers, vit sa confiance s'effondrer. Bien qu'il disposât encore d'une force considérable, il ordonna la destruction du pont et se retira, laissant la garnison du château de Stirling isolée et les basses terres vulnérables face aux rebelles. André Moret fut mortellement blessé pendant la bataille et succomba à ses blessures en novembre. Guillaume Wallace s'empara du château, ce qui fut un moment décisif pour l'Écosse, car le peuple avait désormais un plus grand espoir que les Anglais pouvaient réellement être vaincus. Après la bataille, Guillaume Wallace assuma le titre vénéré de gardien du royaume d'Écosse. Ce rôle, semblable à celui d'un régent, le vit gouverner à la place du roi absent. Guillaume Wallace lança sans attendre une audacieuse invasion dans le nord de l'Angleterre, franchissant la frontière du Northumberland. L'armée écossaise poursuivit les forces anglaises en retraite, les repoussant plus au sud. Piégés entre deux armées en progression, des centaines de réfugiés cherchèrent refuge derrière les murs fortifiés de Newcastle. Les Écossais dévastèrent de vastes tendues de la campagne, se dirigeant vers l'ouest en Cumberland et pillant sans relâche. Wallace mena alors ses hommes de retour en Northumberland, incendiant des centaines de villages sur leur passage dans une traînée de destruction. Chargés de butin, Wallace et ses hommes revinrent alors de leur campagne dévastatrice en Angleterre, leurs coffres remplis d'argent et d'or anglais. Vers la fin de l'année, lors d'une cérémonie solennelle, Wallace fut fait chevalier, en reconnaissance de sa vaillance et de son leadership. Cet événement marquant signifia la reconnaissance officielle du rôle central de Wallace dans la lutte de l'Écosse pour l'indépendance. Le roi Édouard allait bientôt apprendre la défaite dévastatrice de son armée à la bataille du pont de Stirling. En réponse, il conclut une trêve avec le roi de France, Philippe le Bel, et en octobre de l'année 1297, il retourna en Angleterre. Le 14 mars de l'année 1298, Édouard se concentra sur l'organisation d'une armée redoutable. Pour sa seconde invasion de l'Écosse, un conseil de guerre fut convoqué dans la ville d'York afin de finaliser les plans d'invasion. Tous les magnates écossais furent convoqués à y assister, mais aucun ne se présenta, ce qui poussa Édouard à les déclarer tout traîtres. Édouard Longjambes mena alors personnellement son armée en Écosse, pillant plusieurs régions et reprenant certains châteaux. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à attirer Guillaume Wallace dans un combat ouvert. Les Écossais, suivant astucieusement l'armée anglaise, cherchaient à éviter une confrontation directe. Ils prévoyaient d'attendre que le manque de ravitaillement et d'argent force Édouard à se retirer, moment où il harcèlerait sa retraite. Cependant, Édouard apprit que les Écossais campaient près de Falkirk. Saisissant l'occasion, il se déplaça rapidement pour les engager dans une bataille rangée qu'il désirait depuis longtemps. Cette manœuvre prépara le terrain pour une confrontation décisive entre les forces anglaises et écossaises. Les Anglais comptaient environ 15 000 hommes, tandis que les Écossais n'en avaient qu'environ 6 000, donnant ainsi l'avantage numérique aux Anglais. En 1298, la bataille de Falkirk marqua un tournant dans la lutte entre l'Écosse et l'Angleterre. Les archers écossais, courageux mais surpassés, tinrent leur position, mais furent rapidement submergés par la charge implacable de la cavalerie anglaise. Les Écossais se retrouvèrent incapables de reculer ou d'avancer. La bataille fut perdue presque aussitôt que les premières flèches commencèrent à pleuvoir sur eux.
Les Anglais, respectant scrupuleusement l'ordre de leur roi, attendirent que les rangs écossais soient binois suffisamment clairsemés et désorganisés. Une fois les formations écossaises fragmentées, la cavalerie et l'infanterie anglaise lancèrent une attaque décisive contre les piquiers vacillants, les poussant à rompre et à se disperser en désarroi. Les forces écossaises subirent de lourdes pertes, et bien que Wallace ait réussi à s'échapper, sa réputation militaire fut gravement ternie. La défaite dévastatrice de Falkirk obligea Wallace à démissionner de son poste de gardien de l'Écosse, transmettant le flambeau à Robert le Bruce. Bien que Wallace ait renoncé à sa direction et à sa charge de gardien de l'Écosse, il représentait toujours la majorité du peuple. D'où la détermination d'Édouard à capturer à tout prix cet homme qui incarnait à lui seul la rébellion. Il était aussi un guerrier habile et audacieux et un chef qui avait conquis le cœur et l'imagination du peuple. Les détails des activités de William Wallace après sa démission en tant que gardien de l'Écosse sont entourés d'incertitudes. Cependant, il existe certaines preuves qui le suggèrent. Il entreprit une mission auprès de la cour du roi Philippe le Bel de France, cherchant de l'aide pour la lutte de l'Écosse pour son indépendance. Une lettre conservée du roi de France, datée du 7 novembre de l'an 1300, s'adresse à ses envoyés à Rome, les exhortant à soutenir Sir Guillaume. Cette correspondance laisse également entendre que Guillaume avait l'intention de se rendre à Rome, bien qu'il reste incertain s'il l'a réellement fait. En l'an 1304, Guillaume Wallace était revenu sur le sol écossais. Toujours engagé dans des escarmouches incessantes, son engagement indéfectible envers la cause écossaise brûlait avec intensité, inspirant ses compatriotes écossais à mener contre les Anglais une forme brutale de guerre de guérilla. Homme recherché, Guillaume Wallace ne connaissait pas la reddition et Édouard Longuejambes, aussi impitoyable que jamais, était prêt à pardonner à d'autres rebelles, mais pas à Wallace. Au début du mois d'août de l'année 1305, Guillaume Wallace fut finalement capturé près de Glasgow, trahi par le noble écossais perfide nommé John Manteith. Cet acte de trahison marqua la fin de la glorieuse rébellion de Guillaume Wallace. Livré aux hommes d'Édouard, Guillaume Wallace devait savoir que ses jours étaient comptés. Au lieu d'une mort rapide, il fut soumis au supplice éprouvant d'un voyage de près de 400 miles jusqu'à Londres pour un simulacre de procès. Le verdict était déjà décidé. Wallace a célèbrement soutenu qu'il ne pouvait jamais être un traître envers Édouard, car il n'avait jamais été le sujet d'Édouard. Néanmoins, malgré les arguments solides de Wallace, il fut reconnu coupable de trahison et condamné à l'un des pires châtiments de l'époque médiévale, être pendu, éventré et écartelé. Privé de sa dignité, il fut traîné nu derrière un cheval jusqu'au lieu de son exécution. Il fut pendu, mais on le coupa brutalement avant qu'il ne meure. Son agonie était loin d'être terminée. Ses entrailles furent alors sauvagement arrachées et brûlées sous ses propres yeux. Sa tête fut ensuite tranchée de son corps, mettant fin à son supplice. Puis son corps fut découpé en quartiers. Pour servir d'avertissement sinistre contre la rébellion, la tête de Wallace fut plongée dans du goudron et montée sur une pique au sommet du pont de Londres. Ses membres démembrés furent envoyés aux 4 coins du pays afin qu'ils ne puissent pas être reconstitués pour une sépulture décente. La fin brutale de Wallace visait à écraser l'esprit de rébellion qu'il avait inspiré dans le cœur des Écossais. Édouard Ier voulait faire passer un message avec la mort atroce de Wallace. En effet, sa mort reflétait la cruauté du roi, instillant la peur dans le cœur de beaucoup. Mais ce n'était pas la fin du rêve de Wallace. Dans les années qui suivirent, d'autres se lèveraient, portés par le souvenir de son sacrifice, pour continuer le combat afin de libérer l'Écosse du joug oppressif d'Édouard. Presque immédiatement après l'exécution de Wallace, Robert le Bruce, un noble d'une grande ambition et d'une grande vision, relança la rébellion nationale. Dans un geste audacieux et décisif, il revendiqua le manteau du leadership et fut couronné roi d'Écosse en l'an 1306. Le couronnement de Bruce symbolisait un nouvel espoir pour l'indépendance écossaise et un refus inébranlable de se soumettre à la domination anglaise.
Sous sa direction, les Écossais se lancèrent dans une campagne acharnée pour reprendre leur patrie, se rassemblant autour du souvenir du sacrifice de Wallace. À mesure que la campagne de Bruce prenait de l'ampleur, l'ombre d'Édouard planait lourdement sur le conflit. Le roi anglais, connu pour son ambition impitoyable et sa prouesse militaire, était déterminé à écraser la rébellion écossaise une bonne fois pour toutes. Cependant, le destin intervint d'une manière inattendue. Sur le chemin de la reconquête de l'Écosse, Édouard tomba malade et mourut à l'âge de 68 ans en l'an 1307. Sa mort marqua la fin d'une ère d'oppression implacable, et sous Robert le Bruce, l'Écosse finirait par rétablir son indépendance. Guillaume Wallace s'imposa comme une figure clé lors de la première guerre d'indépendance écossaise, ses actions allumant les flammes de la rébellion contre la tyrannie anglaise. En s'attaquant dès le début aux soldats et aux hauts fonctionnaires d'Édouard, il montra une résistance farouche et sans compromis qui inspira beaucoup de gens. En formant un groupe de guerriers dévoués, Wallace combattit avec une détermination inébranlable pour l'espoir d'une Écosse libre. Son héritage a été immortalisé dans l'histoire, son nom demeurant un symbole de courage, de sacrifice et de quête inlassable de la liberté. Par son héroïsme, Wallace a façonné le cours de l'histoire écossaise et a joué un rôle clé dans le maintien de son indépendance en tant que royaume. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles.